Bonjour à tous, merci d'être avec moi aujourd'hui pour cette présentation des recherches généalogiques au Portugal. Alors, pour vous expliquer un petit peu de quoi on va parler aujourd'hui, donc voici ce que j'ai prévu pour cette capsule. Alors tout d'abord, je vais me présenter pour vous expliquer un petit peu pourquoi je suis devant vous aujourd'hui, vous expliquer pourquoi je m'intéresse aux recherches généalogiques au Portugal. Et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu mon cheminement, donc avec une brève présentation de mes débuts qui ont été laborieux, comme tout débutant, je dirais, avant de rentrer un petit peu plus dans les outils, qui, j'espère, pourront vous être utiles, à commencer par le site tombeau.pt et je détaillerai un petit peu ce qu'on trouve dans les actes, au Portugal, avant de faire un petit zoom sur la transmission des noms de famille, qui est très différente de ce qu'on retrouve en France. Quelques petites astuces aussi concernant les abréviations. Et pour conclure, je vous présenterai ce que j'ai réussi à faire, mais aussi ce qu'il me reste à découvrir, parce que bien sûr, on n'est jamais au bout. Alors, commençons par une petite présentation. Donc, je m'appelle Christelle Gomez. J'ai 34 ans, je suis généalogiste en amateur depuis plus de 20 ans. Donc je fais partie de ceux qui sont tombés dans la marmite assez jeunes, si vous faites le calcul. Je suis de plus blogueuse depuis 2 ans, donc mon blog autant de nos ancêtres.wordpress.com que vous pouvez aller visiter. Et pour compléter par rapport au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je parle portugais. En l'occurrence, j'ai appris le portugais du Brésil, mais ce n'est pas si différent et j'avoue que ça aide bien quand il s'agit de faire des recherches généalogiques au Portugal. C'est un avantage indéniable. Donc voilà, c'est moi, mais vous m'aviez déjà vu sur la vidéo. Voilà. Alors, pourquoi le Portugal? Mon nom de famille, je m'appelle Christelle Gomez, comme je disais, trahit mes origines. Ma famille est arrivée en France au début des années 20, à commencer par mes arrière-grands-parents, donc Albano Gomez et Maria da Encarnação. Voilà. Et ils sont arrivés avec leurs enfants, enfin ceux qui étaient déjà nés au Portugal, les derniers étaient nés en France, dont mon grand-père, Custódio, dont le prénom a été francisé en Christophe Gomez, donc qui est né au Portugal en 1919 et qui est arrivé donc en France quand il était encore bébé. Voilà, j'ai donc toute une branche de ma généalogie, un quart en l'occurrence, qui se trouve au Portugal. Donc, bien sûr, étant intéressée par la généalogie, j'ai voulu en savoir plus également sur cette branche de la famille. Et donc, comment j'ai commencé? Comme tout un chacun, par les papiers de famille que j'avais à disposition, à savoir tout d'abord des extraits d'actes de naissance et de mariage que mon grand-père avait fait traduire. Il avait fait venir du Portugal au moment de son mariage. Donc voilà, j'ai ainsi quelques actes traduits, du mieux qu'ils ont pu, on va dire, euh, concernant mon grand-père et ses parents. Donc au moins ça m'a permis d'avoir des dates précises et des lieux précis et donc suite à ça, j'ai pu demander les originaux auprès du registre civil au Portugal. Donc il faut savoir que les demandes d'état civil au Portugal sont payantes, donc voilà, j'ai reçu, les originaux, qui m'ont pas appris forcément beaucoup plus que les traductions, mais voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Mais après, c'est difficile d'avancer à distance, bien sûr, sur ce genre de recherche, surtout quand les recherches sont payantes. Quand on n'a pas de date, de renseignements précis à demander, c'est forcément beaucoup plus compliqué. J'ai eu l'occasion de me rendre sur place en 2008, donc un petit peu de tourisme généalogique, ça ne nuit jamais. Et j'ai eu la chance de retrouver des cousins ainsi que la maison natale de mon grand-père. Voilà, donc c'est un bon début, mais tout ça, ça fait pas un arbre. J'ai réussi à grappiller quelques dates supplémentaires sur Family Search, mais vraiment très partielles, une ou deux dates, rien de très exceptionnel malheureusement. Voilà, donc ça c'était mes débuts. Et depuis, par contre, il y a quelque chose qui a complètement changé
changé les choses en ce qui concerne les recherches au Portugal. Et finalement, c'est la même chose qu'en France, hein, c'est tout ce qui est numérisation et mise en ligne. Puisque, en effet, on a la chance que les archives du Portugal aient été numérisées, mises en ligne avec un accès gratuit. Donc voilà, je sais que c'est pas le cas partout, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très appréciable. Je vais donc vous présenter le site tombeau.pt. Alors le site tombeau.pt, c'est un site particulier, voilà, dont je remercie l'auteur, qui pointe vers les registres mis en ligne par les Archivos Distritais du pays. Donc les Archivos Distritais, je dirais que c'est l'équivalent de nos archives départementales. Et donc en fonction des districts sur lesquels vous travaillez, il peut y avoir des solutions techniques différentes. Les mises en page peuvent être différentes, les logiciels utilisés, enfin les solutions techniques sont différentes, comme en France entre différentes archives départementales où on se retrouve sur des interfaces utilisateurs très différentes. Voilà. Donc pour revenir au site tombeau.pt, donc voilà la page d'accueil. Et donc, cette page d'accueil met en avant les dernières mises en ligne. Vous voyez ici, donc les mises en ligne continuent d'être quasiment journalières. Donc, si vous allez chercher des choses que les registres qui vous intéressent ne sont pas en ligne, n'hésitez pas à retourner régulièrement parce que voilà, c'est quelque chose qui continue, qui est très vivant. Donc, comment naviguer sur le site tombeau.pt? Donc, on rentre, la page d'accueil nous donne un lien vers le premier niveau, donc le premier niveau qui est le niveau des districts, distritos. Donc, les districts, je dirais qu'au moins, oui, globalement, c'est équivalent à nos départements en France. Bon, bien évidemment, les systèmes sont différents, on peut pas forcément comparer, mais bon, c'est à peu près ça. Donc, moi, le district qui m'intéresse sur la majorité de ma généalogie, c'est Viseu. Donc, quand on va sur la page de Viseu, on a déjà, dès ce premier niveau, des séries qui sont numérisées, à savoir les séries des passeports. Donc, pour les Français qui s'intéressent à la généalogie portugaise, généralement, on a affaire à des immigrations dans le courant du XXe siècle. Et donc, je vous conseille fortement d'aller regarder si vous pouvez retrouver la demande de passeport de vos ancêtres. Donc, vous voyez typiquement sur Viseu, la série va de 1835 à 1988. Donc c'est quand même assez appréciable. Et moi, typiquement, j'ai réussi comme ça à retrouver la demande de passeport de mon arrière-grand-mère. Donc voilà, c'est toujours des choses qui font plaisir et qui font chaud au cœur, je dirais. Donc ensuite, à partir de ce premier niveau, donc où on retrouve les passeports, on peut accéder à un deuxième niveau, qui est le niveau des conselhos. Donc moi, le conseil qui m'intéresse, c'est celui de Mortágua. Voilà. Donc les conselhos, je dirais que c'est équivalent à des cantons ou éventuellement de grosses municipalités, si on veut faire la comparaison par rapport au système français. Donc à ce deuxième niveau, il n'y a pas de série particulière attachée. Là, vous voyez, il n'y a que de la pub. Euh, rien de très intéressant. Par contre, c'est via ce deuxième niveau qu'on accède au troisième niveau. Donc moi, troisième niveau, je vais aller sur la paroisse de Sobral. Donc le troisième niveau, c'est le niveau des freguesias, qui sont les paroisses au Portugal, donc qui est la plus petite entité administrative, je dirais, sur laquelle on va retrouver les séries qui nous intéressent pour venir construire notre arbre généalogique. Donc voilà, si vous avez un nom de paroisse, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Wikipédia pour savoir à quel conseil ou à quel district cette paroisse est rattachée. Ça fonctionne assez bien. Je ne pense pas que vous aurez de soucis à identifier comment atteindre la paroisse qui vous intéresse. Donc à ce troisième niveau des paroisses, vous avez un accès vers les registres BMS, donc baptême, mariage, sépulture. Puisqu'il faut savoir que l'état civil au Portugal n'a été créé qu'en 1911, donc on fait en fait nos recherches directement dans les archives paroissiales tenues par les curés. Quelque chose qui est très appréciable au Portugal, et en tout cas sur
un grand nombre de paroisses. Je ne peux pas vous garantir que ce sera le cas pour la paroisse qui vous intéresse, bien entendu, hein, mais les numérisations couvrent une période qui est très très intéressante. Typiquement, moi sur la paroisse où est né mon grand-père, les archives datent de 1566. Donc voilà, c'est très très intéressant et on n'a pas la chance d'avoir ça partout en France, hein, pour être honnête. Donc voilà. Par contre, qui dit BMS dit ben, finalement, comme en France, on n'a pas non plus de table décennale, hein, donc vous oubliez la facilité qu'on a en France pour remonter tout le 19e siècle. Là, il faut passer par feuilleter les registres, hein. Pas vraiment d'autres options. Donc les séries qui sont numérisées, ce sont, vous voyez, les registres de nascimentos, qui sont les naissances, casamentos, qui sont les mariages, óbitos, qui sont les décès, et parfois il y a des registres qui contiennent plusieurs types d'actes, hein, comme en France, des registres un peu mélangés, qui sont donc dans la catégorie registros mistos, qui sont des registres mixtes. Voilà. Donc ça, c'est comment accéder aux archives. Et donc, vous cliquez, ensuite vous sélectionnez l'année que vous voulez regarder, et vous consultez le registre. Tout est complètement gratuit. Voilà. Donc ensuite, pour vous présenter un petit peu plus le contenu des actes maintenant, bon, alors je dirais comme en France, hein, les actes récents sont plutôt très complets, et plus on remonte le temps, plus les actes sont laconiques. Bon, jusque-là, je dirais, il y a pas trop de surprises. Un petit point aussi, c'est que moi, en tout cas, sur les recherches que j'ai faites, les métiers sont très rarement mentionnés. J'ai tendance à en déduire que mes ancêtres étaient paysans comme tout le monde, mais malgré tout, je déplore un petit peu que la précision ne soit pas apportée dans les actes. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on trouve dans les actes de naissance, les actes de mariage et les actes de décès. J'ai mis des petits smileys à côté. Vous allez comprendre pourquoi j'aime tellement les actes de naissance au Portugal et pourquoi je suis aussi dubitative sur les actes de décès dans un instant. Alors, commençons par les actes de naissance. Alors, les actes de naissance sont très très riches d'informations au Portugal. Pour les plus récents, et quand je dis les plus récents, hein, c'est pas non plus ceux du 19e, hein, vu que c'est comme ça à partir environ de 1730, donc c'est quand même déjà assez ancien. Donc voilà les éléments qu'on retrouve. On a bien évidemment la date de la naissance et la date du baptême. À noter que les baptêmes sont relativement tardifs au Portugal, hein, en moyenne l'enfant a 6 à 7 jours lorsqu'il est baptisé. Là où en France, on a plutôt tendance à baptiser les enfants le jour même ou éventuellement le lendemain. Donc comme en France, on a parfois des petites mentions telles que l'éventuel ondoiement par la sage-femme si jamais l'accouchement a été un peu difficile. Bien sûr, on a le prénom et le sexe de l'enfant. Et ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a le nom, le lieu de naissance et de résidence des 2 parents et des 4 grands-parents. Donc avec un acte de naissance, on arrive à avoir 3 générations si on compte l'enfant. Quand je dis un lieu de naissance et un lieu de résidence, donc sont généralement précisés la paroisse et la localité. Localité, donc le lieu-dit, le hameau, sont très très intéressantes à tracer, vu que ça permet dans un certain nombre de cas de distinguer des couples homonymes. Comme vous allez le voir après, les noms de famille et les prénoms sont tout le temps les mêmes au Portugal, hein. Il y a une liste de choix qui est relativement restreinte. Donc les homonymes sont légion. Voilà, donc il est très très important de tracer le hameau dans lequel la famille habite. Ça permet de faciliter les recherches et puis de distinguer entre les homonymes. Et bien sûr, on a également les parrains et marraines. Donc, vous voyez, les actes de naissance sont vraiment très très intéressants et parfois, disons que en France, avec un acte de naissance, on est obligé de retrouver l'acte de mariage des parents pour être sûr d'avoir les bons. Là, avec l'acte de naissance, même si les registres de mariage étaient par malheur lacunaires, on a directement la certitude des grands-parents et donc ça permet de remonter directement une génération sans attendre d'avoir trouvé l'acte de mariage. En ce qui concerne les actes plus anciens, donc évidemment, on perd un petit peu d'informations. Typiquement, on n'a plus que la date de baptême, la date de naissance est souvent omise, et puis on perd l'information sur les grands-parents. Voilà.
Mais voilà, à partir de 1730, on a cette information, ce qui est déjà très, très bien. Dans les actes très anciens, il arrive même que seul le père soit mentionné, donc un tel et sa femme. Merci pour elle, mais voilà, c'est quand même assez rare. Voilà en ce qui concerne les actes de naissance. Maintenant, quand on passe aux actes de mariage et de décès. Alors, les actes de mariage possèdent des informations qui sont assez similaires à celles des actes français. Donc, on a bien sûr la date de la cérémonie, les noms, prénoms des mariés et de leurs parents, avec les lieux de naissance et de résidence toujours. Malheureusement, on n'a généralement pas d'âge. Donc, impossible de savoir s'il est marié avec 15 ans ou s'ils en avaient 45. À noter aussi que l'indication, si les parents étaient décédés ou non à la date du mariage n'est pas systématique. Donc voilà, ne considérez pas que parce que ce n'est pas précisé, les parents étaient encore vivants. Bon, j'ai trouvé des contre-exemples. Bien sûr, comme en France, on a la mention des éventuelles dispenses de consanguinité, donc qui sont après à chercher ailleurs, bien entendu, mais ça donne déjà des indices sur d'éventuelles filiations communes qui permettent parfois aussi de confirmer des ascendances. Et bien sûr, les témoins. Donc voilà, information assez similaire aux actes de mariage en France, donc ça reste des actes qui sont très intéressants euh, pour le généalogiste. Les actes de décès, je suis un peu plus dubitative. Je trouve que pour le coup, ils sont un peu moins intéressants que ceux qu'on a en France. Donc on a bien sûr la date du décès et ou de l'enterrement, et pas toujours facile d'être sûr euh, de quoi le curé parle. On a heureusement le nom et le prénom du défunt avec son lieu de résidence. On sait si la personne est veuve. On sait s'il a reçu les derniers sacrements ou éventuellement si, s'il n'a pas pu recevoir, ces sacrements ou seulement en partie, on a une brève description des circonstances, hein, du type, «Ils m'ont pas appelé à temps, le décès a été soudain» ou équivalent. Ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'on a quelques mentions marginales, typiquement, le nombre et le type d'office, 3 grands-messes, ou ce genre de choses. Et on a aussi la mention de l'existence ou non d'un testament, donc qui est soit une mention marginale, soit dans le corps de l'acte. Donc ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est intéressant et qu'on n'a pas en France. Par contre, il n'y a pas d'âge dans les actes de décès. Il n'y a pas de témoin. Et parfois, on n'a même pas le nom du conjoint. On sait si la personne est veuve ou pas, mais on ne sait pas de qui. Voilà. Donc ça, c'est pas toujours très très pratique. Et moi, il y a un certain nombre de cas où j'ai plusieurs actes qui sont au même nom, n'ayant ni âge ni conjoint. Je suis incapable de dire lequel de ces défunts est mon ancêtre. Voilà. Donc c'est toujours un peu frustrant, mais bon, c'est comme ça. Voilà pour le contenu des actes. Maintenant, donc le prochain point que je voudrais aborder, donc en termes de particularité, c'est la transmission des noms de famille. Donc les noms de famille au Portugal, c'est toute une histoire. Euh, donc typiquement, il y a pas une seule façon de transmettre les noms, mais plein de possibilités. L'enfant peut recevoir un nom composé du nom de famille de sa mère, puis de son père, du nom de famille de son père, de sa mère, du prénom de sa mère, d'un nom lié à la religion, comme de Jésus, d'incarnation, ou n'importe quoi d'autre dans le même genre. Des fois, des noms dont on ne sait pas trop d'où ils viennent, qui peuvent être peut-être des surnoms qui se transmettent, ou une variante de toutes ces options-là. Donc voilà, donc surtout, il ne faut pas vous formaliser sur les noms de famille. Pour arranger le tableau, chaque enfant d'une même fratrie peut adopter un nom de famille différent. Et également, un petit point d'attention, en général, le nom de famille ne se fixe qu'au mariage, en tout cas sur les périodes un peu anciennes. Avant cela, la personne est uniquement désignée par son prénom, donc prénom qui est éventuellement associé à innocence, donc quand il s'agit d'un enfant qui meurt en bas âge, ou solteiro, qui veut dire célibataire. Euh, voilà. Et donc le nom, en tout cas, de ce que j'ai compris, ne se fixe qu'au moment du mariage de la personne.
Ça, si on a une personne qui décède avant d'être mariée, on va voir le prénom plus solteiro et ensuite le nom des parents en général est indiqué. Voilà, donc là, je vous ai juste mis un petit exemple donc de transmission de nom de famille sur une de mes branches, et vous voyez qu'en fait, c'est un peu, un peu n'importe quoi si j'ose dire. Donc là, j'ai mon ancêtre Maria da Encarnação, qui est mon arrière-grand-mère, donc qui possède un nom religieux qui ne lui vient ni de son père ni de sa mère. Et quand on regarde sa lignée, la lignée des hommes, la lignée agnatique, donc son père s'appelle Coelho de Souza, donc il a hérité de son père, qui lui-même l'a hérité de son père. De son côté, c'était un mélange de deux, du côté paternel et maternel, plus un nom qu'il a été récupéré 3 générations en arrière. Donc voilà, en résumé, ça peut être très, très, très variable. Voilà en ce qui concerne très rapidement les noms de famille. Un autre aspect que je voudrais mettre en avant, parce que c'est quelque chose qui m'a un petit peu gênée quand j'ai débuté au Portugal, ce sont les abréviations. Les curés portugais abrégeaient tout ce qu'ils pouvaient, en résumé. À commencer par les prénoms. Donc les prénoms, c'est bon, finalement comme en France, un peu tout le temps les mêmes qui reviennent. Donc les prénoms sont très très souvent abrégés. Je vous ai mis ici quelques exemples. Donc vous avez Domingos, Manuel, João, Antônio, Pedro, Antônio, Caterina, Maria, Francisco et Joaquim. Voilà. Donc voilà, je vous ai mis quelques exemples. J'espère que ça pourra vous aider hein, pour ceux qui souhaitent entreprendre des recherches au Portugal. Bon, jusque-là, abréger les prénoms, c'est tout le temps les mêmes, c'est pas trop choquant. Ce qui m'a un petit peu plus gênée, j'avoue, c'est les abréviations des noms de famille. Puisque donc comme je vous disais, les noms de famille au Portugal, c'est aussi un peu tout le temps les mêmes qui reviennent. Et donc les curés, ben, les abrégeaient également. Donc ça vaut le coup d'avoir une petite traduction. Donc typiquement, je vous ai mis ici les abréviations qu'on peut trouver pour le nom de famille Martins, Rodrigues, Fernandes, pardon, Ferreira, Lourenço, Pereira, Gomes et d'Almeida. Ok. Donc voilà, de la même façon, quand on n'est pas prévenu, ça surprend. Donc voilà. Maintenant, vous êtes prévenus. Bien évidemment, les termes courants sont abrégés également, donc femme, veuf, fils, fille, paroisse, voilà, ainsi que les localités. Donc là, les localités, je vous ai pas mis d'exemple puisque c'est vraiment très particulier au lieu sur lequel vous recherchez. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Wikipédia ou sur Google Maps pour identifier quelles sont les localités de la paroisse qui vous intéressent et ainsi pouvoir comprendre à quelle abréviation fait référence à quelle localité. Voilà. Donc voilà globalement pour les particularités que je voulais mettre en avant dans cette courte présentation. Donc voilà pour vous dire ça marche. Hein. Moi j'ai réussi à compléter 7 générations depuis mon grand-père, sachant que la 8e et la 9e sont déjà entamées également. Je commence à avoir une vision bien claire sur d'où venaient mes ancêtres, donc quel conseil, quel district quelles étaient leurs migrations. Donc voilà, on arrive à faire des choses vraiment très intéressantes et avoir des roues très complètes sans dépenser un sou et sans sortir de son canapé, ce qui est pas si mal. Par contre, bien sûr, il me reste beaucoup de choses à faire et à découvrir. Hein. Bien sûr, il faut que je finalise mes recherches, hein, puisque j'ai pas fini de remonter ma généalogie, hein, donc pour compléter encore quelques générations, si possible. Et par contre, donc le gros manque que j'ai pour l'instant sur les recherches au Portugal, c'est tout ce qui concerne les sources complémentaires. Donc, je vous ai parlé de mention de testament, de dispense de consanguinité. Il y a forcément également des contrats de mariage, des archives judiciaires que pour l'instant je n'ai pas du tout exploré, donc je ne pourrais malheureusement pas vous parler aujourd'hui. Voilà, donc peut-être un jour, avec de nouvelles mises en ligne, je pourrais avancer et vous présenter quelques petites astuces. Ou alors, il faudra que, que je retourne au Portugal. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous aura été utile. J'ai essayé de vous décoder un petit peu les recherches au Portugal au travers de mon expérience et de vous donner quelques astuces. N'hésitez pas à me contacter. Pour cela, donc, il y a un formulaire de contact sur mon blog. Donc je rappelle l'adresse autantdenosancêtres.wordpress.com. Vous y retrouverez également quelques articles un peu plus détaillés dédiés à mes recherches portugaises. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Voilà, bonne journée, bon salon.